bonsoir. C'est avec réel plaisir que nous vous retrouvons pour le tour d'horizon de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Merci de prendre le rendez-vous de Actu et Débat ce lundi à la mise en onde de Patrice Bédia, prise de vue, Job Chikpe. En studio, nos deux partenaires du lundi, Jules Léandre Kéti et Alphonse Soudé. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, bonsoir. Brice Bilaïtegi, bonsoir à tous. Actu et Débat. Eh bien, ce soir, nous allons nous intéresser aux échecs scolaires, notamment aux divers examens, comment y faire face et comment aider les enfants à les surmonter, les échecs scolaires. Les cadres du ministère de l'Agriculture étaient, eux, en fin de semaine, écoulés face à la presse. Le rappel de l'ananas béninois du marché européen était au cœur de cette rencontre avec la presse. Nous y reviendrons et puis nous refermerons Actu et Débat avec cet événement qui a fait le tour du monde, l'assassinat manqué de l'ex-président américain Donald Trump. Retrouvez-nous juste derrière ceci. Premier sujet sur cette émission, les résultats des examens sont connus au Bénin, mais vous le savez, tout le monde n'est pas content. La déception est de mise pour certains élèves simplement parce qu'ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Déception pour les enfants, mais aussi bien souvent pour les parents. Alphonse Moïse Soudé, j'ai très envie de vous poser la toute première question. Vous savez pourquoi? Lorsqu'un enfant échoue à un examen, c'est à qui la faute? Les responsabilités sont partagées et j'ai souvent dit que les écoles ne sont pas des garderies. Il y a des parents qui fuient leurs responsabilités. Une chose est d'envoyer son enfant à l'école, une autre chose est de recruter des répétiteurs pour encadrer l'enfant, mais la présence parentale est capitale. Il faut pas... Moi, j'ai vu des parents qui ne se déplacent jamais vers l'école de leurs enfants, la tâche est confiée à une tata ou bien à un chauffeur, et puis l'enfant maîtrise tout cela. Il faut. Parce que dans certaines familles, quand l'autorité parentale est absente, l'enfant fait des autres ce qu'il veut. Quand le père n'est pas là, l'enfant peut-être parfois maîtrise sa maman, se moque de tout le monde. Donc, il faut que chacun puisse jouer sa responsabilité, c'est-à-dire que l'école va jouer sa mission, mais l'école doit être accompagnée par les parents, même si vous avez l'argent pour prendre des répétiteurs, le parent, sa présence est nécessaire parce que si vous pouvez donner tous les moyens à votre enfant pour réussir, mais s'il n'a peur de personne et que vous n'êtes pas là pour le contrôler, forcément en fin d'année, parce qu'il y a des parents, il faut le dire, qui au cours d'une année scolaire, non seulement ne mettent pas pied à l'école, mais ne viennent pas chercher les bulletins des enfants. Et c'est en fin d'année qu'ils se rendent compte que l'enfant a repris sa classe et puis ça crie, ça tempête. J'ai dit non, c'est pas la peine de tempêter. On vous a appelé, parfois vous convoquez un parent, c'est un tonton qui vous envoie ou parfois à la limite le répétiteur. On ne dit pas tout un répétiteur. Les parents n'ont jamais le temps à parler. Oui, certains parents. Mais quand vous courez derrière l'argent et que en fin d'année, votre enfant échoue, l'argent va servir à quoi? Quand je dis ça aux parents, ils disent non, c'est parce que vous êtes... Je dis, c'est pas question d'être enseignant, mais il faut... L'argent que vous cherchez, c'est pour qui? C'est pour les enfants, mais il faut être là pour les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation dans certaines familles a foutu le camp, et puis ce sont les tatas qui gèrent les enfants, parce que les parents sont entre deux avions, ou tantôt c'est une famille monoparentale. Bon, maman étant fatiguée ne peut plus tout contrôler, donc les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité de l'apprenant, la responsabilité des parents et la responsabilité de l'école. Julien Kitty, la réussite d'un enfant est souvent célébrée en famille, mais dès qu'il y a un échec, seul enfant se retrouve face à une année scolaire perdue dans bien des cas, et il se retrouve également face aux critiques de la société, face aux injures des parents, aux punitions même des parents. Est-ce bon de punir un enfant qui, par exemple, a échoué à un examen? Je pense que si dans la vie, il est arrivé que le pêcheur aille à la pêche un jour, capture beaucoup de poissons, et qu'un autre jour, il lance son filet pendant des heures et qu'il ne ramène dans ce filet qu'une souris morte jetée à la mer ou à la lagune, ça veut dire que dans la vie, c'est vérifié que l'échec n'est que le succès
c'est différé. Ça veut dire que tous les jours ne sont pas dimanches, comme on vous a rabâché les oreilles avec. Et si les parents eux-mêmes peuvent regarder leur parcours avant de devenir parents, ils doivent comprendre que tout n'a pas été comme une eau tranquille qui coule et sans écueil. Et les grands hommes, j'aurais pu répéter autant d'adages qui démontrent qu'on ne devrait pas en vouloir aux enfants parce qu'ils ont échoué à un examen. On dit souvent que les grands hommes ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Ça veut dire que l'enfant qui va à un examen, ça ne veut pas dire qu'il a démérité. Et l'examen, ça dure trois jours. Si vous voulez, pour ceux qui veulent l'entendre, comme ce n'est pas que ce qui se passe dans l'espace francophone, là qui se passe partout. Vous avez dans les systèmes anglophones, vous allez aux États-Unis par exemple, c'est l'enseignant de l'enfant qui vous dit que cet enfant est apte à passer tel examen. Et ce qu'il appelle examen là-bas, c'est qu'on interroge ces enseignants, on dit mais est-ce que celui-ci est apte à les aptitudes pour qu'on lui fasse cette graduation. Et c'est comme ça, vous avez les diplômes. Parce qu'elle a fait un enfant qui est même premier en classe. Si pendant les 3 jours d'examen, il ne se retrouve pas, il n'a pas la sérénité nécessaire, il n'a pas l'encadrement nécessaire pour donc déceler les pièges qui sont mis dans les épreuves pour pouvoir s'en sortir, il va échouer à l'examen. Donc, a priori, l'échec à un examen, c'est le fait de ne pas avoir 10 quand on fait la somme des moyennes que tu as divisé par le nombre de matières. Ça ne signifie pas que tu es nul. Moïse a dit ici, lorsqu'on parlait avant le déroulement des examens en tant qu'enseignant, c'est pourquoi moi, face à ce genre de questions, ben oui, je fais profil bas devant lui parce qu'il a la particularité en tant que journaliste de commenter ça, mais aussi en tant qu'enseignant de les avoir, les enfants à l'école. Mais on disait souvent, même au cours des épreuves, il faut pas, avant la fin de l'examen, demander à un enfant de venir vous dire s'il a travaillé dans une matière, retraiter les épreuves avec lui à la maison, parce que ça veut dire que en 3 jours, le travail est plus psychologique qu'académique. Alors, lorsque l'enfant n'est pas déclaré admissible, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre cet enfant, lui montrer l'amour que vous avez pour lui, lui dit que vous le célébrez pour les efforts qu'il a fait. Parce qu'il n'y a pas, même l'enfant qui est dernier en classe, quand il va composer, la seule volonté qu'il a, c'est qu'il soit déclaré admissible. Ça veut dire qu'il a eu le mérite au moins de dire « je veux réussir ». Alors, quand il ne réussit pas ça, vous savez donc qu'il est traumatisé. Mais quand l'enfant revient à la maison, il n'est pas reçu et que vous vous mettez à lui faire des reproches, vous tirez des balles réelles sur l'ambulance. Ça veut dire que vous ne voulez même pas que celui qui est dans l'ambulance tombe dans le coma et s'en sorte. Vous voulez qu'il soit achevé. Et que représente l'enfant pour vous? La richesse. Vous voulez que cet enfant soit le père de l'homme. Vous voulez que cet enfant soit l'enfant, la fille de demain qui grandisse et vous s'occupe de vous les vieux jours. Est-ce que... Donc, si vous vous moquez de cet enfant, vous le traumatisez, vous le punissez, vous lui dites tu n'iras plus en vacances, tu n'auras plus donc ton vélo pour les vacances, tu n'auras plus l'argent que je te donne. Quand tu auras eu le bac, le BEPC, le CP, je vais m'occuper de toi particulièrement. Quand vous faites ça... Il y a des parents même qui ne sont plus prêts à payer la scolarité pour l'année suivante. Qu'est-ce qui se passe? Ces parents qui prennent ces genres de décisions, j'ai envie pour les qualifier, d'utiliser l'expression que mon père, feu Célestin Pauline Ouviasikiti, m'a utilisé avant de mourir. Il m'a dit, fiston, souvent, quand il y a un problème, il dit, faut jamais refuser de réfléchir. Quel que soit le problème qui se pose à toi, c'est ton droit que de réfléchir. Tape-toi la minute de réflexion. Ses parents ont refusé de réfléchir parce que le garçon, la fille qui demain devrait s'occuper de toi, tu penses que parce que on l'a pas déclaré apte à avoir tel diplôme en telle année, donc l'enfant là ne mérite plus d'être son enfant. Pour soit dit en passant, le baccalauréat 2024 qui s'est passé, j'ai rencontré un garçon que j'ai vu il y a environ 2 ans.
Il avait l'habitude de me dire, tonton, mais moi, mes parents n'ont plus grand-chose, il faut m'aider. Tout ce que j'ai, je lui donne. Je l'ai perdu de vue. Cet enfant va à l'examen l'année dernière au bac, ça ne marche pas. Il est obligé d'arrêter. Il n'a même plus les moyens pour... Bon, donc, ses parents n'ont même plus les moyens de s'occuper de lui. Ses parents se sont non seulement moqués de lui, mais en plus, ils n'ont pas les moyens de le faire. Le gars, il va faire de petits jobs, des gens veulent faire les réceptions, il va les assister pour traîner des plats par ici et tout. Et pendant ce temps, je ne savais pas que ce garçon ne s'était pas découragé. Il a continué à trouver l'argent dans ce petit job-là pour payer ses cours. Et cette année, il réussit à l'examen. Et pendant qu'il est en train de réussir, pendant qu'il m'annonce ce résultat, il me dit, tonton, est-ce que vous savez que ma petite sœur, qui ne pouvait plus aller à l'école aussi, qui était en 3e, qui a abandonné parce qu'il n'y a pas l'argent, qui a commencé par faire mon bain au bord de la voie, je lui ai dit, toi aussi tu auras ton diplôme. Il faut que tu retournes à l'école. Sa petite sœur venait de rater une année également sans pouvoir aller au cours. Est-ce que cet enfant, vous pensez qu'il ne peut pas devenir le meilleur béninois demain? Il est même mieux préparé pour être le meilleur béninois demain parce que lui, en plus d'aller à l'école des notions, il est allé à l'école de la vie. D'accord. On va donc, suivre. bref, c'est pour dire tout ce que les parents font pour décourager ses enfants, c'est pas bien. Et ce qu'ils oublient encore, nous sommes à l'ère du verso. Ensuite, il y a le développement du numérique qui fait que les enfants ont toutes les informations sans passer par les parents. Et les modèles qui sont présentés aux enfants sur les réseaux sociaux, c'est des modèles qui ne sont pas de leur culture. C'est pourquoi vous avez des enfants qui échouent à un examen, qui sautent dans un puits. Vous avez des enfants... Simplement, même au cours de l'année, il est arrivé à Lokossa, je crois, il y a 1 année ou 2 ans, une fille qui a eu 8 à l'école. Ses parents lui ont donné l'impression qu'elle n'est pas autorisée à venir dire qu'elle n'a jamais raté la moyenne, même dans un devoir ou dans une interrogation. C'est pas bien. Et l'enfant vient, elle a eu 8. Et comme son père et sa mère ne peuvent jamais voir moins de 10 sur sa feuille, elle a transformé les 8 là en 18. Elle a mis un devant. Et la maman, pour éviter les problèmes. La maman découvre ça et dit très bien, quand ton papa va arriver, je vais lui dire comment tu transformes les notes que tes enseignants t'ont données. Tu sais ce que l'enfant a fait? Ses parents, ils ont l'argent, ils l'envoient à l'école, ils lui donnent tout. Ils ont construit maison à étage, plusieurs niveaux. Elle est passée au 2e étage, elle a sauté, elle est descue, et puis elle est décédée. Malheureusement. Est-ce que cette maman... De quoi, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire maintenant en traitant cet enfant de comme ça? Donc, franchement, je vous en prie, moi je suis un profane en matière de pédagogie. Lorsque Moïse a parlé, ce que je dis n'est qu'un compliment. Je dis, chers parents, je vous en prie, l'échec d'un enfant à un examen, ce n'est que la réussite différée. On va écouter Moïse sur la question. Quel comportement les parents devraient-ils adopter face à l'échec des enfants? Je voudrais d'abord que les parents puissent faire une différence. Quand nous allions à l'école, vous n'avez pas 15 ans en terminale. Vous avez peut-être 15 ans au CM2. Il faut le dire, vous avez décoché peut-être votre bac à 25 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on envoie 15 ans en terminale. Très bien. Les réalités ont changé. Et je crois, quand on a délibéré, moi j'ai appelé un parent dont l'enfant n'a pas réussi, il dit ok, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Je vais discuter avec mon fils pour que ensemble nous puissions voir ce qui sera fait. Ça, par exemple, c'est un modèle. Mais une autre maman m'a dit clairement, écoutez, il ira faire la mécanique. C'est dit, mais non. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas dans ces conditions qu'il va devenir. J'ai dit, maman, mécanicien. Attendez d'abord de prendre son relevé, de discuter avec l'enfant. La réalité, c'est quoi? C'est que ce que les parents n'ont pas pu devenir dans leur vie, ils veulent que l'enfant forcément devienne cela. C'est pas possible. Vous imaginez des enfants qui n'ont pas des aptitudes pour faire la série C, on les envoie en série D, les parents exigent que ces enfants-là fassent la série C. J'ai dit, mais vos enfants n'ont pas la compétence de tenir bon. Ce qu'on n'a pas pu être soi-même, il ne faut pas projeter cela sur l'enfant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, certains parents, quand l'enfant échoue, ils deviennent pratiquement fous. Et puis, bon, non, l'échec d'abord. Quand votre enfant échoue, il faut vous poser une première question. Quelle est ma responsabilité en tant que parent dans l'échec de mon enfant? Est-ce que j'ai fait mon devoir de parent? Faire son devoir de parent, c'est pas de mettre des millions au service de l'enfant. Est-ce que un soir, en tant que parent, revenu du bureau, j'ai pu demander à mon fils, dis donc, comment ça se passe à l'école? Est-ce que les matières, tu les comprends? Est-ce que les cours sont bien dispensés? Combien de parents font ça?
Moi, j'ai vu des parents écoutez, je suis surveillant général, mais le dernier bulletin de l'année, je ne remets pas ça à n'importe qui. J'exige que le parent lui-même vienne pour que nous puissions discuter des résultats de son enfant. Il ne sert à rien d'investir de l'argent dans l'éducation d'un enfant et de ne pas être présent. Les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'hier. Donc, je voudrais que les parents, quand l'enfant a échoué, il faut se poser des questions. Il faut discuter avec l'enfant. Comment je lis sur les réseaux sociaux après l'échec, on a dû se suicider. Il faut savoir toutes les menaces que l'enfant a eues avant l'examen, au cours de l'examen et au lendemain de l'examen. On ne menace pas un candidat en pleine composition. Parce que quand vous menacez l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, on dit « si je passe, je suis en paix avec mes parents. Si je ne passe pas, c'est que on me fait toute la misère du monde. » Donc je dis, l'échec, il faut savoir gérer. C'est pas parce que mon enfant a échoué aujourd'hui qu'il ne va pas réussir demain. Et ça dépend de comment je le récupère. Il faut récupérer les enfants, il faut discuter avec eux. Parce que aucun candidat ne peut quitter sa maison pendant 3 jours pour aller composer dans l'intention d'échouer. Tout à fait. Il ne peut pas se lever pour dire monsieur, moi je vais composer, c'est pour échouer. Autant rester chez soi. Donc, forcément. Tout le monde a la volonté de réussir. Moi, j'ai vu des gens qui ont été premiers de leur classe, qui sont allés à l'examen, qui sont tombés. Et ça, il faut comprendre ça. Donc, parfois, les parents sont. Ce que nous demandons trop aux enfants, nous leur demandons l'impossible. Je vous ai dit, c'est la dernière fois, un enfant a eu 14, 15 de moyenne, le parent dit non, tu reprends la classe parce que ce n'est pas ce que moi je veux. Ce n'est pas ce que le parent veut qui compte. L'enfant, il faut discuter avec l'enfant. C'est comme les enfants qui viennent de passer le BPC. Ils seront orientés en seconde. Moi, je voudrais bien que les parents demandent à leurs enfants qu'est-ce que tu veux faire, mais que le parent ne dise pas que moi je veux que tu fasses la série littéraire, moi je voudrais que tu fasses la série scientifique. Il n'y a pas d'imposition. Dans ce cas-là, vous mettez la volonté de l'enfant. Ok, il va vous faire plaisir, il va décrocher le diplôme, après vous vous rendez compte que votre enfant a fait un master, il va faire autre chose. Donc il faut avoir l'amabilité, même si c'est vous qui investissez, demandez à votre enfant qu'est-ce que tu veux faire. Et je voudrais que l'on puisse encadrer psychologiquement les enfants qui ont échoué. On ne choisit pas d'échouer. Moi, je peux condamner un enfant pour avoir repris sa classe, mais je ne condamne pas un enfant pour avoir échoué pour un examen. Non. Je peux reprocher à un enfant d'avoir repris une classe, c'est-à-dire doubler une classe. Mais je ne reproche pas à un enfant d'avoir échoué un examen. C'est pas la même chose. Et qui l'a rappelé, tu peux être le meilleur de ta classe et te lever le jour de l'examen du mauvais pied. Moi, j'ai vu des candidats étant malades qui ont dit il n'est pas question pour moi d'aller à la session des malades, à qui on faisait régulièrement des injections qui ont tenu les 3 jours et qui ont décroché le bac. Donc, ce n'est pas question de... Tu peux être bon en classe et aller à un examen échoué. Donc, je voudrais demander aux parents de pouvoir discuter avec les enfants, de ne pas prendre des décisions sur le coup de tête, je te retourne au village. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Est-ce que l'enfant... Comme si aller au village était une punition. Non, par exemple, tu n'irais pas en vacances. Non, est-ce que ton enfant a dit avec une fois au village pour que tu décides de l'envoyer chez sa grand-mère? Est-ce que tu as jamais accompagné ton enfant en congé, en vacances, et maintenant tu dis, bon, la rentrée prochaine, tu iras au village, tu vas souffrir comme les autres. C'est ce que l'enfant, vous l'avez mis dans quelles conditions? L'enfant a tout dans sa chambre, vous ne surveillez pas. Donc je dis, le contrôle parental est très important. Même si le répétiteur, il est Victor Hugo, votre présence, moi j'ai vu des parents, quand vous allez encadrer les enfants, ils sont assis dans la salle d'études, ils font semblant de dormir alors qu'ils vous écoutent attentivement. Quand vous dites des conneries à les enfants, à la fin, ils vous appellent pour dire non, ce que vous enseignez, mon enfant, c'est pas la vérité. Ils vous remercient tranquillement. Donc, il faudrait que tous les parents, et c'est pourquoi je connais 2 ou 3, 4, 5 parents comme ça qui ont dit, moi, mon travail ne me permet pas d'être présent. Maman, tu abandonnes ton boulot, tu t'occupes des enfants. Si nos enfants échouent, je t'attaque demain. Je mets à ta disposition tous les moyens, mais tu n'as pas obligation d'être dans l'école des enfants. Tu n'as pas obligation de suivre les enfants. Écoutez, au finish, les enfants ont réussi. Ils sont devenus des cadres. Mais il a fallu que quelqu'un se sacrifie. Quand aujourd'hui tout le monde se lève, on quitte la maison ensemble avec les enfants à 6h15, on revient, tout le monde est fatigué, personne n'a le temps de demander à l'autre. Il faut qu'à un moment donné, si nous tenons à l'avenir de nos enfants, il faut choisir entre l'éducation de ces enfants et l'argent. Si nous optons pour l'argent, c'est que demain, les enfants, on aura des enfants qui vont brader tout l'héritage que nous allons leur laisser. Donc, il faut que les parents choisissent. On ne peut pas tout le temps courir derrière l'argent et reprocher à la société d'avoir pourri vos enfants. En l'absence de l'autorité parentale, c'est la rue qui éduque les enfants.
Merci infiniment. Autre sujet maintenant, le rappel de l'ananas béninois du marché européen a fait l'objet, je l'annonçais à l'entame, d'une conférence de presse en fin de semaine écoulée. Des clarifications ont été apportées par les autorités. Suivons Dossa Aguemon, il est directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Il est suivi ici du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 chargé de la filière ananas, Prosper Sabo Agossou. Le 1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevés dans le champ d'un seul producteur, exporté en France, distribués dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. J'ai confiance en vous. Donc, il a prélevé ce qu'il a acheté. Il a commandé l'analyse au laboratoire. Et ça, c'était donc le 11 juin. Et les résultats sont sortis le 17 juin. Et le verdict, c'est que dans 1 kg de cet ananas, d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo d'ananas. La norme, comme l'a dit le DG, c'est 2. Donc, on est presque à 3 fois la dose acceptée. La seule molécule en cause, c'était le téflon, justement. Et comme c'est un même stock dans 2 rayons, quand on constate qu'il y a un problème, on décrète le rappel dans tous les rayons. Ce qui était déjà consommé l'est. Ce qui ne l'est pas, ça a été rappelé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais quand on parle de rappel, de quoi s'agit-il en fait? C'est un phénomène ordinaire. Ça se passe tous les jours. Et si vous allez sur le site rappelconso.gouv.fr, là maintenant, tout à l'heure c'était à 11 523 rappels avant qu'on démarre cette conférence. Là maintenant on est déjà, un s'est ajouté, 11 524. Donc 2 produits ce jour ont été déjà déclarés. Un produit laitier, du sucre et condiments. Donc c'est un phénomène ordinaire qui relève de la vigilance d'un État pour protéger ses consommateurs. Parler de la chaîne de valeur ananas, fruits, export au Bénin. Il faut d'abord rappeler en termes de production d'ananas, nous avons essentiellement 2 cultivars au Bénin. Nous avons le cultivar pain de sucre, qui est l'ananas avec le slogan « Même vert, il est mûr », qui est un fruit naturellement vert à maturité, mais qui est très bien apprécié au niveau de sa texture, de son goût, aussi bien au Bénin comme à l'international. À côté de ce cultivar, nous avons la cayenne lisse, qui est moins sucrée que le pain de sucre, mais a ses avantages également au point de vue de la transformation ainsi qu'au niveau de la commercialisation. À l'instant, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, il est suivi du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 chargé de la filière ananas. Julien Ketty, vous avez suivi les 2 cadres du ministère au sujet de cette affaire qui a alimenté la polémique. Votre réaction? Je voudrais d'abord saluer quelque chose. On est allé chercher au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, les personnes les plus indiquées pour parler spécifiquement de la question. Il faut qu'on en arrive là. Un ministre dans un gouvernement, je ne dis pas que le ministre actuel de l'Agriculture n'est pas spécialiste du domaine, mais on peut nommer, on peut vous appeler, Brice Bilaïti dit, je vous le souhaite un jour, on peut vous appeler, vous êtes journaliste, on peut vous nommer ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. C'est pas un péché. Mais vous avez des cadres dans des directions techniques et centrales qui s'occupent de ces questions-là. Donc, vous voyez, les 2 cadres dont vous avez pris les extraits pour diffuser, c'est des gens qui sont chargés de ces questions-là et qui sont spécialistes de ça. Ouais. Et je voudrais donc déjà saluer ça d'abord. Et je voudrais qu'il en soit ainsi dans tous les départements ministériels. Lorsqu'il y a des questions données, qu'il y a un problème du genre, ce n'est pas le fait, ce n'est pas synonyme de l'échec de ce gouvernement par rapport à ses devoirs régaliens. C'est simplement que ça fait partie de la vie courante qu'il y ait des situations, des hauts et des bas. Ensuite, pour la première fois, loin de la polémique que les gens font, à savoir, oui, on a chassé l'ananas béninois du marché international. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes que ça intéressait de savoir que l'ananas béninois était prisé sur le marché international, que c'était des prouesses économiques. Subitement, tout le monde est intéressé parce que il y a... Alors que, comme il a dit un de ces cadres-là tout à l'heure, le fait de retirer
des produits des rayons, c'est une activité courante et normale. Ça se fait dans tous les secteurs, même dans les secteurs les plus sensibles où, au-delà des questions des produits alimentaires, vous avez des produits, des articles ou des produits qui sont difficiles, dont la reprise de fabrication est difficile. Rentrez dans le secteur de l'automobile, par exemple. Vous savez, vous êtes journaliste. C'est sûr que vous avez entendu plusieurs fois dire que Mercedes, Peugeot ou telle marque là, parce qu'on a constaté un défaut sur un véhicule que un client a acheté sur un concessionnaire, dès qu'il a constaté un défaut qui peut lui être préjudiciable, il l'a signalé. Eh bien, on demande à ce que toute la génération de véhicules de cette marque mis sur le marché dans les showrooms soit retirée systématiquement. Parce qu'on va inspecter tout ce qui est sorti dans cette vague-là. Quand il s'agit de produits alimentaires, on peut voir la sensibilité de la chose davantage parce qu'il s'agit de la santé humaine lorsque vous mangez. Quelqu'un a dit, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai comment vous vous portez. Si pendant tant d'années, on a célébré l'ananas béninois, nous ne devons pas être étonnés qu'il y ait eu ce problème-là. Et ces cadres-là, j'ai la faiblesse de les croire. Même mieux, si vous voulez que je sois choquant, même mieux que ministre. Parce que le cadre, le technicien de ce domaine, il sait que l'affirmation qu'il est en train de faire en ce moment-là, ça peut le rattraper demain dans son milieu technique si il dit des conneries. Et donc, si au niveau des réunions de ceux qui commercialisent l'ananas et ses dérivés, l'ananas béninois et ses dérivés en France, on a pu retirer, c'est quelque chose de parfaitement normal. Maintenant, comment c'est parti de Cotonou? Et moi, je pense que la publicité qui est faite autour du directeur général de l'agence qui devrait, donc, dont tout le service devrait veiller à ce contrôle-là avant de délivrer les permis d'exportation, eh bien, oui, c'est vrai, il est le premier responsable. Moi, je pense que on a besoin de moins de cette publicité autour de la punition ou bien des sanctions qui sont infligées à ce directeur, que de ces explications que ces cadres viennent de donner. C'est plus important pour moi, parce que depuis que le problème s'est posé, moi, je me suis informé, ce dont mes tympans ont été le plus rabâchés, c'est que voilà, le directeur de l'agence là a été traîné devant la criette. Et vous savez, quand on parle de criette, on dit, il sera très bien sanctionné. Mais j'ai eu des gens qui, à juste titre, ont dit, mais écoutez, d'accord, on a retiré des rayons des supermarchés français, mais nous qui consommons ça à Cotonou, qu'en est-il de notre santé? Ça, c'est le plus important. On va perdre un peu en matière d'économie, en matière de devises qu'on va engranger en vendant l'ananas à l'international. Mais je dis, si c'est les cadres techniques comme ça qui parlent, qui disent de quoi il s'agit, et on situe les responsabilités, ça nous amène à dire, mais aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Nous sommes dans un monde global. Ça veut dire que, même si c'est à Cotonou, même si c'est dans un supermarché de Cotonou que quelqu'un a constaté, il a la possibilité d'aller faire ce autocontrôle-là et qu'il a découvert qu'il a consommé, on lui a vendu quelque chose qui va porter atteinte à sa santé. Dès qu'il le met sur le premier réseau social, aux États-Unis, en France, partout, on est informé. Ça pouvait amener donc les gens en France, en Chine et partout à retirer l'ananas béninois des rayons. Ce que nous pouvons faire, et c'est ça que les dirigeants sont en train de faire, il ne suffit pas de discuter avec l'Union européenne qui, depuis 2016 à aujourd'hui, a eu, parce que c'est soit dit en passant, c'est pas que le porte-parole du gouvernement l'a dit seulement. Moi, j'en avais les preuves, j'ai encore vérifié, c'est juste que avant l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir, l'ananas béninois n'était plus accepté dans l'espace Union européenne. Eh bien, mais à son arrivée, il a travaillé avec son équipe à ce que la confiance revienne entre l'Union européenne et puis le Bénin, et l'ananas béninois a commencé encore à circuler sur l'espace Union européenne et à même être apprécié. Il y a des fois où on a dit comment vous l'appelez, le pain de sucre, donc l'ananas béninois le plus prisé à l'international, a été célébré
Donc, comme on le dit là, il y a un adage fond qui dit c'est-à-dire que vous pensez positif, il faut vous dire que il y aura des jours qui ne seront pas dimanche, ça va arriver. Ça arrive à tous les pays et tous les concessionnaires ou tous les fabricants de produits en Europe, aux États-Unis et tout, ça ne dit rien. Dès que c'est arrivé, ils présentent les excuses, ils font amende honorable, ils retournent, ils acceptent que ce soit des pertes. Ils retirent tout ce qu'ils ont fabriqué dans la période et puis ils font les contrôles suffisants pour remonter. Ça ne veut pas dire que leur marque est discréditée pour toujours. D'accord. Maintenant que les cadres techniques ont parlé, eh bien, moi je salue ça, je salue la démarche du ministre qui n'a pas voulu parler lui-même nécessairement. Il a envoyé ceux qui sont les mieux placés pour en parler. Maintenant que le gouvernement ne soit pas focus sur le procès qui sera fait au directeur général de cette agence, s'il est établi que le directeur général a fait montre de cette agence a fait montre de légèreté pour donner donc le quitus à l'exportation de produits non contrôlés, parce que tout cela est possible. Un producteur, parce qu'on a dit c'est dans la cargaison d'un seul producteur. Alors ce producteur a dû développer des affinités au niveau de l'agence, et puis on a dû fermer les yeux sur le contrôle qu'il faut faire. Non, ça nous montre que il faut que le contrôle soit fait tous les jours. Je suis ami à Brice Bill Itidi, c'est pas un problème. Je suis directeur en général demain de cette agence. Vous amenez votre Adana, vous amenez un autre produit, eh bien, je le contrôle parfaitement. C'est vous aimez que de vous dire, monsieur Brice Bill Itidi, cette quantité de produits que vous m'avez envoyé, c'est contaminé, c'est pas bon, il faut faire autrement. Merci Julien Ketty. C'est vrai que les cadres techniques ont éclairé sur la question, Alphonse Moïse Soudé, mais pourquoi avoir attendu si tant de temps? On est en droit de se demander, non? Si tant de temps pour éclairer la lanterne des consommateurs sur ceux qui engagent leur vie. C'est parce que la polémique a enflé, qu'on a dû faire sortir les cadres. Moi, j'ai suivi les deux exposés explicatifs et je ne retiens qu'une seule chose. L'État doit davantage faire preuve de vigilance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui l'ont dit. Ça veut dire que quelque part, il y a un manque de vigilance. Et il faut déjà... je suis heureux qu'ils aient reconnu que on doit faire preuve de vigilance. Donc, il faut que l'État donne davantage les moyens à ceux qui sont chargés de faire le contrôle. Non, Jules, il y a que votre dernière intervention, bon, vous savez, il y a... comme on donne le nom de ce producteur-là, moi je voudrais bien que le producteur dont les ananas ont été accusés, qu'on nous donne son nom et puis on verra. C'est pas aussi facile quand vous savez, il y a des postes de responsabilité, il y a un certain nombre de pressions que vous recevez. Comme les Béninois n'ont pas la culture de la démission, moi je dis, c'est heureux déjà qu'on ait reconnu que bon, il y a eu manque de vigilance. Il faut désormais renforcer la vigilance. Il faut donner les moyens qu'on appelle techniques à tous ceux qui sont chargés de faire les contrôles et que parce que c'est un produit béninois prisé à l'extérieur. On dit aujourd'hui on peut consommer le pain de sucre sans risque. Moi je suis d'accord, ça rassure davantage les producteurs parce que dès qu'il y a eu le tollé sur la toile, ceux qui se lancent dans la production de l'ananas, ça fatigue dans leur tête, c'est heureux. Et désormais je suis d'accord avec Jules, l'homme politique ne peut pas tout expliquer. Non, il ne peut pas tout expliquer. Il va enfler la polémique, il va faire de la littérature. Si il y a un problème technique, il y a des gens, il y a des cadres qui sont payés dans les ministères, dans les directions. Donnez-le. Si au début de cette polémique-là, on avait déjà permis à ces cadres techniques de situer les responsabilités et de dire, écoutez, la dernière fois, on a parlé de déstockage d'un véhicule de la circulation pour défaut de système de freinage. Et puis, on a sorti tous ces véhicules-là. Moi, je les ai retrouvés en Afrique dans les différents ports. On les a vendus, bon, parce que là-bas, les gens ne peuvent plus utiliser. On n'a même pas cherché à contrôler les autres. Dès qu'un deux véhicules a eu un problème de défaut de système de freinage, on sort tout. Écoutez, donc on n'a pas tout ce qui est fabriqué. On n'a pas eu comme premier réflexe de sanctionner. Il faut comprendre avant de sanctionner. Aujourd'hui, mais quand on a dit que on a expliqué, bon, le cadre qui est déjà sali, qu'est-ce qu'on fera de son nom, qu'est-ce qu'on fera de sa famille, c'est ça, il faut éviter ça au pays. Dès qu'il y a un problème, parce que le fait de sanctionner, c'est qu'on a étouffé l'affaire. Et regardez bien les affaires dans lesquelles on a entraîné déjà les gens devant la crête, on les a foutus en prison. Est-ce qu'on a eu la lumière sur ces affaires-là? Non, il faut toujours faire la lumière sur ces affaires. Il faut situer les responsabilités avant de sanctionner. Il ne faut pas sanctionner après. Quand on sanctionne et on commence pas à expliquer, ça n'a plus de valeur. À mes yeux, on aurait pu attendre. C'est-à-dire que, comment vous appelez,
une sanction administrative. Il attend là, le temps qu'on finisse les enquêtes, constitue clairement sa responsabilité. Si sa responsabilité est établie dans ce qui est arrivé, on le met à la disposition de la justice. Parce que, je te coupe pas, mais le directeur général peut ne pas être le plus techniquement apte à dire l'ananas est bien pour être exporté. Peut-être qu'il y a une direction technique sous lui. Il est en prison avec un de ses collaborateurs. Il y a des laboratoires. C'est pourquoi je dis, si le laboratoire dit c'est bon, que lui signe. Est-ce que les laboratoires sont techniquement équipés pour déceler ces erreurs-là? Moi, je dis, il faut tirer le son de ce qui est arrivé. Et la honte, Moïse, c'est que en Europe, c'est un particulier qui a dit je décide d'aller faire autocontrôle. Ça veut dire que les services techniques, les appareils qu'il faut, quand lui, pour peu qu'il mette les moyens là, on est capable de lui sortir le résultat le plus précis possible. Et on lui a dit, il y a telle quantité, telle dose de telle substance toxique dans l'ananas et dans 1 kilomètre et 1 kilogramme de ça. Et pour ça, on vide tous les rayons. C'est une question de responsabilité. Non, moi je dis, si nous avions... Ici, tout l'État béninois, il faut reconnaître que tout l'État béninois, si nous avions l'habitude de suivre ce qui se passe à l'extérieur, c'est un phénomène qui arrive fréquemment. Quelqu'un achète peut-être un beurre, il trouve que la quantité, parce que lui, chez lui, il a le matériel qui lui permet de... Peut-être il est diabétique, peut-être il souffre d'une maladie, il a le matériel qui lui permet de contrôler ce qu'il mange. Il a vu que dans ce qu'il a acheté au supermarché, ça ne va pas. Écoutez, sous qu'on appelle le magistère de préfet Toboula, on a vu qu'on a débarqué dans des boutiques où les gens ont falsifié les dates de péremption. Ça se fait quand moi, quand je rentre dans un supermarché, je vais acheter un produit, je regarde d'abord la date de péremption, je vois si on n'a pas effacé, on n'a pas pour vérifier ça. Donc, et je regarde même l'apparence à l'œil nu du produit. Dès que j'ai des suspicions, je dis, mais il faut contrôler. Désormais, pour que les produits sortent du pays, il faut renforcer la vigilance. Il faut permettre que... Parce que à l'extérieur, non seulement ce n'est pas... c'est le Bénin, c'est l'image du Bénin qui a pris. On dira désormais, il faut faire attention avec l'ananas qui vient du Bénin. Donc, il faut que les laboratoires d'ananas, tous ceux qui sont chargés de certifier les produits à consommer, qu'on y recrute les spécialistes, qu'ils soient régulièrement recyclés, parce que la technologie évolue. Donc, il faut recycler les gens, il faut les nouveaux moyens de contrôle. L'État a les moyens d'acheter les appareils pour que ça aille très vite, pour que ça n'arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ananas qui sait ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, c'est l'ananas qui sait ce qui va se passer demain. Merci Alphonse Moïse Soudé. Autre sujet maintenant, le troisième. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a lancé récemment de graves accusations contre le Bénin lors d'une récente rencontre avec les forces vives de la nation, bien sûr de son pays. Jules, ces nouvelles accusations sur le Bénin viennent s'inscrire encore dans un contexte régional déjà suffisamment tendu. Quand j'analyse votre question, j'ai 3 entrées là-dessus et après je vous dirai l'effet que cela peut produire qui est détestable. 3 entrées. La première entrée, c'est de dire il y a une recherche effrénée de l'effet de victimisation au niveau du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que d'abord, il y a donc cet effet cette recherche de l'effet de victimisation. Il y a un excès de populisme qui est noté. Ça fait 2. Et troisièmement, j'ai l'impression que il y a un calendrier qui est derrière ça et qui consiste à plomber un processus de dégel qui est en cours entre le Bénin est un des membres du trio de l'AES, donc le Niger. Parce que il faut dire que le Burkina est un pays frontalier du Bénin, comme le Niger l'est d'ailleurs. Et le Bénin a montré tout le temps sa bonne volonté, ses efforts. Le président béninois est intervenu plusieurs fois dessus des tons pratiquement révolutionnaires pour dire il faut que tous les voisins puissent donc s'inscrire dans la dynamique de la synergie d'action pour qu'on vienne à bout du terrorisme. Donc le capitaine Ibrahim Traoré sait très bien que ça ne sert parfaitement à rien d'ouvrir un front de polémique aujourd'hui avec le Bénin. Lorsque ça vient en plus au lendemain du premier sommet de l'AES où ils ont pu signer
l'acte constitutif de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, du point de vue de la communication politique, ce sur quoi on les attend quand ils retournent dans son pays, Ibrahim Traoré, c'est qu'ils disent voici la feuille de route. Et donc il rencontre les forces vives de la nation burkinabé et qu'il a envie de faire un discours programme. C'est pas pour pour se lancer encore dans des discours émotionnels, des discours d'accusation individuels et presque ciblés. Qu'ils disent que le Bénin... il a dit qu'il a abordé le volet partenariat avec du Burkina, avec les autres pays, avec les pays voisins et autres. Oui, mais quand il dit que le Bénin abrite des bases militaires, il n'y a pas que le Bénin. Françaises, le Bénin, il la parle Côte du d'Ivoire. Burkina et de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il apporte comme information nouvelle? Qu'est-ce qu'il fait de bien à la volonté exprimée par Niamey et avec Abdourahmane Tiani, qui a concédé au moins qu'il y ait un comité bipartite entre le Bénin et le Niger pour explorer les possibilités de revenir au DGL. Ça veut dire que qu'il soit question de pipeline pour donc le transport du pétrole nigérien ou pas, et la bonne entente, le retour à l'entente entre le Bénin et le Niger, c'est bon pour les deux peuples. Et puis à leur rencontre, à leur sommet constitutif donc de l'AES, j'ai entendu et j'ai été très touché par le discours de Assimi Goïta du Mali, qui dit qu'on ne dira plus désormais les peuples du Burkina, du Niger ou du Mali, on dira les peuples de l'AES. Par le passé, ils ont dit sur le plan sécuritaire, si vous touchez à un seul chevet du Niger, vous avez touché à toute la tête donc du Burkina et du Mali. On vous aura... Donc ça veut dire que lorsque Abdourahmane Tiani dit « j'accepte » avec les médiateurs venus de Cotonou, j'accepte qu'on mette sur pied un comité pour qu'on discute de la possibilité de revenir à de meilleurs sentiments. Donc, Ibrahim Traoré vient faire un discours pour montrer que là, sur ce plan-là, Tiani et lui ne se parlent plus. Sur ce plan-là, Assimi Goïta ne dit pas, non, Ibrahim Traoré, ce que tu vas dire là, ça va remettre de l'huile sur le feu par rapport à l'axe Cotonou-Niamey. Je pense qu'il y a non seulement l'envie face aux enjeux internes, face à la montée en puissance du djihadisme auquel il n'arrive pas à faire face comme cela se doit, eh bien, on connaît ça en politique là-dedans. Quand vous faites de la communication politique, il y a un chapitre très important qu'on vous enseigne, c'est la manipulation de l'opinion. Vous faites dans la diversion et vous dites, vous choisissez un sujet prétexte qui emballe tout le monde, et tu vois, tous les Burkinabés vont se dire, ah d'accord, voilà, nous souffrons, le fait qu'on extermine tout un village, et beaucoup de villages, le fait qu'on nous tue, c'est du fait de la connivence entre le Bénin, un voisin comme le Bénin, un voisin comme la Côte d'Ivoire, avec l'impérialisme, c'est pour ça, et ça permet à Ibrahim Traoré de gagner du temps, que son peuple continue de le soutenir, alors que, quoique très dynamique et positivement acceptable son discours qui ressemble à s'y méprendre à celui de feu Thomas Sankara. Et j'ai dit à quelqu'un sur un autre plateau il y a quelques jours que j'ai eu le privilège de lire pratiquement 99%, pour ne pas dire 100%, de tout ce qui a été écrit sur Thomas Sankara dans sa vie, avec Blaise Compaoré et tout. Notamment, il y a l'un de ceux qui ont le plus écrit sur ces deux personnages, c'est Sénène Andrea Mirado, c'est un ancien journaliste africain d'origine malgache qui a été professeur d'histoire pour les deux à l'école de guerre à Madagascar et qui connaît les deux et après les a suivis. Il a écrit le maximum, notamment le best-seller, il s'appelait Sankara, qui raconte tout. Le discours de Sankara, vous savez, Sankara, moi j'ai été extrêmement sankariste, je le suis encore, mais j'ai la tête sur les épaules pour comprendre qu'à un moment donné, il y a comme un manque de tact dans le discours qui est fait. Sankara a fait certains discours devant certaines personnalités. Comme on le dit, tout n'est pas bon à dire dans toutes les circonstances. Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Je ne veux pas dire que donc il faut être dans les compromissions pour ne pas dire la vérité aux gens. Mais Ibrahim Traoré surfe trop sur ça, qu'on le voit comme Sankara ressuscité, ça ne suffit pas pour que le Burkina se développe aujourd'hui. Et puis,
dire aujourd'hui que le Bénin, attaquer le Bénin comme ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez les poches de terrorisme au Bénin, quelques espaces que les terroristes arrivent à engranger au Bénin, ça vient essentiellement du Burkina Faso. Et le Bénin a compris qu'il faut parler avec les autorités burkinabées pour pouvoir lutter, faire la synergie des actions, des moyens pour s'en sortir. Ce qui fait que vous avez des camps de réfugiés au nord Bénin qui accueillent essentiellement des burkinabés qui fuient les exactions des... Est-ce que donc le Bénin va dire, puisqu'ils sont burkinabés, je ne les nourris pas, je ne les loge pas, et c'est pendant ce temps que lui il fait ça. Ce que les gens ont oublié, et le capitaine Ibrahim Traoré a oublié, c'est quoi? Si Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire pose aujourd'hui des actes qui montrent qu'il a envie de déstabiliser le pouvoir du capitaine Traoré, le capitaine Traoré sait très bien qu'au plan militaire, et c'est là où je rejoins encore mon ami Moïse, quand je l'ai combattu au début pour ça, mais après je me suis dit, mais c'est quand même sage qu'ils disent que quand la question sécuritaire, ça devient strictement sécuritaire, il faut que les gens parlent moins et qu'ils se parlent en sourdine. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est un militaire. Il est de l'élite de l'armée. Il sait très bien qu'il peut parler avec la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, les attaques que le Burkina subit le plus sont les attaques qui interviennent au niveau de sa frontière avec le Niger. Sur les frontières avec la Côte d'Ivoire, il y a un effort ivoirien qui est fait pour qu'il y ait moins d'attaques. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a besoin de se protéger. Dans un passé récent, même si Alassane Ouattara, c'est pas le président africain à qui je fais le plus confiance, parce que lui, s'il peut déstabiliser les régimes des jeunes présidents en Afrique qui ne lui font pas allégeance, mais il le ferait volontiers. Mais c'est encore la Côte d'Ivoire qui a envoyé des appuis de l'ordre de plus de 2 milliards au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, même si c'est par ailleurs peut-être parce qu'il était très ami à Blaise Compaoré, c'est peut-être parce que lui-même a des origines presque certifiées, des origines burkinabées presque certifiées. Si c'est pour ça qu'il aime ce pays, pourquoi pas? S'il faut l'exploiter, c'est bon. Vous avez constaté que lorsque Damiba, chez lui, le prédécesseur qui a été déposé par Ibrahim Traoré, est allé au Togo, ça veut dire que le Togo, quelque part, a intérêt à aimer le Burkina. Que Traoré aille parler avec Faure, qui est un peu plus ouvert, pour dire mais qu'est-ce qui se passe. Lorsque la crise entre la CEDEAO et le Burkina Faso et le Mali a été à son paroxysme, avant même que le 26 juillet 2023 n'intervienne au Niger avec le putsch qui a amené Tiani au pouvoir, mais le président Patrice Talon est allé rencontrer Traoré. Pourquoi il n'est pas allé vers Assimi Goïta? Ça veut dire qu'il a vu en Traoré le jeune dynamique avec qui on peut parler. Donc Traoré trouve qu'aujourd'hui il ne peut pas prendre son téléphone et appeler le président béninois pour dire mais ce qui se passe là, c'est vrai, c'est votre souveraineté. Je ne peux pas demander à ce que, avant que Cotonou ne dise bonjour à Paris, il faut prendre autorisation à Ouagadougou ou bien à Niamey. Mais écoutez, nous sommes en Afrique, grand frère, Patrice. Tel que ça se passe là, c'est comme si on va utiliser votre pays pour me déstabiliser. Mais son discours populiste qu'il fait là, ça n'arrange ni le peuple burkinabé. Oui, et je finis en disant que lorsque vous prenez la tête d'un pays et vous dites que vous voulez, ça veut dire que vous êtes rassasié de solutions aux problèmes auxquels les gens sont confrontés. Depuis que Ibrahim Traoré est là, je ne rentre pas dans la polémique avec la CEDEAO, mais depuis qu'il est là, observez, les statistiques montrent que le taux de mortalité, de tuerie, là-bas, du fait du djihadisme, s'est multiplié par 10 pratiquement. Est-ce que ces nouvelles déclarations, ces nouvelles accusations remettent l'huile sur le feu, comme Jules l'a dit, côté axe Niger-Bénin? Vous savez, moi je dis, et je le répète, en matière de sécurité, il faut faire attention. Ce que le président a dit n'engage que lui. Si le Burkina a des démêlés avec la France, en réalité c'est ça, le Bénin, bon,
c'est peut-être en voulant régler les problèmes avec la France, parce que le problème de l'AES c'était fini avec la France, et aujourd'hui on accuse le Bénin de disposer de bases militaires à partir desquelles on forme des djihadistes pour venir attaquer ces pays. Et j'ai suivi sur une radio l'ambassadeur en fin de mission au Bénin se prononcer sur ça. J'ai dit c'est depuis pour moi, je ne vais pas écouter ça, ça m'intéresse pas. Mais si le Niger en a parlé, le Burkina en a parlé, ok, qu'ils se mettent d'accord avec le Bénin pour qu'il y ait une commission d'enquête pour qu'on descende sur le terrain. Parce que et le Bénin a dit sa disponibilité pour que ces enquêtes, ces descentes sur le terrain soient faites. En tenant ces discours-là, on fait peur à nos compatriotes qui habitent ces zones-là. Il faut qu'on se le dise. En tenant ces discours-là, il a cité Kandi, il a cité Porga, oui. Les populations seront inquiètes. Donc je voudrais que, d'une façon ou d'une autre, si vous n'êtes pas d'accord que de la réponse à vous servie par l'État béninois, entendez-vous avec l'État béninois, mettez sur pied des commissions d'enquête composées de spécialistes, pour vérifier tout ça. Pour vérifier sur le terrain, et qu'on cesse de tenir ce discours-là. Régler le problème de la France sur un autre terrain, pas sur ce terrain-là, parce que bon, ça devient redondant, ça devient gênant, que on parle partout, on dit le Bénin constitue la base arrière de la France. Le Bénin. Pendant longtemps, qu'ils vous souviennent, qu'on a dit que les mercenaires étaient formés au Burkina Faso pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça a été longtemps dit, et dans beaucoup de pays, bon... Et Ibrahim Traoré lui-même l'a reconnu, que le Burkina avait servi de base arrière à des groupes pour tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire à une certaine époque. Mais il est en train de s'isoler, c'est pas bien. À avoir des rapports de bon voisinage avec ses proches, il y a des choses qu'on n'expose pas sur la face publique. Voilà. Il y a des propos qu'on ne tient pas. J'ai dit, et je répète, le Burkina est appelé à demeurer notre voisin, et le Niger est appelé à demeurer notre voisin, et sur le territoire des pays, il y a nos compatriotes là-bas. Donc il faut que dans les discours, nous ne puissions pas dire des choses qui peuvent être regrettables demain. Alors, on finit avec ce sujet. C'est vrai que le temps qui nous est imparti, on l'a épuisé complètement. Vous savez que l'ancien président Donald Trump a été blessé samedi lors d'une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. L'incident s'est produit pendant un meeting de campagne lorsque des détonations ont retenti. Alors, cet événement renseigne sans doute sur la violence dans la politique américaine et le niveau qu'elle a atteint. 30 secondes, Léandre. J'ai envie de dire en politique, dans tous les domaines de la vie, et particulièrement en politique, lorsque vous avez des ambitions, il faut être prêt à en payer le prix. Le prix y compris, même le prix de votre vie. Donc, Donald Trump, on tente de lui loger des balles dans la tête en plein meeting, ce n'est pas étonnant en politique, mais il s'agit d'un être humain, il faut faire très attention. Et vous savez qu'il a le vent en poupe actuellement avec ses efforts pour reprendre le pouvoir. C'est pas anodin selon moi. Malheureusement, le tireur a été anéanti. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé. Et bon, il s'agit des États-Unis où la circulation des armes est aussi très facile. On va dire simplement. Il y a plus d'armes que d'habitants. On va dire Yakou à Donald Trump et puis il va certainement. Ça va pas le décourager. Vous l'avez vu. Même quand il était blessé, il a encore fait le. Je surprends tout le monde. C'est depuis pour ce qui est fait. Et allez lire le rapport de 15 pages des Américains par rapport à l'intervention des Russes dans l'élection de Donald Trump. Et actuellement, pour 2024, les Russes encore sont sur le terrain pour influencer le vote. Allez lire. Ça, c'est un coup qu'on a monté avec la Russie. Ne nous trompons pas. Lisez le rapport de 15 pages. Ça permet à Donald Trump de gagner. En fait, tant mieux. La politique, c'est aussi ça. Un tireur d'élite, un sniper, comme on les appelle, un sniper ne veut pas viser votre oreille. Il vous descend tranquillement. Il a visé l'oreille. Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à une récupération politique côté républicain? Absolument. Écoutez, Donald Trump a toujours fait une campagne en dehors des normes conventionnelles habituelles en politique. C'est sa spécialité aussi. C'est sa spécialité. Et ça, là aussi, les Russes sont là depuis... Si ça lui marche, tant mieux. On vous a dit qu'ils ont infiltré le système informatique des Américains pour le vote de 2016. Ils sont revenus encore pour faire la même chose. Donc moi, je ne me meus pas de ce qui est arrivé à Trump. C'est ce qui a été. Pourquoi on a abattu le tireur? Parce qu'il pourrait parler. L'oreille n'est pas loin de la tête. Parler. D'accord, merci. Merci à Tuer Débat se referme. Merci infiniment à nos invités Jules Léandre Ketty et Alphonse Moïse Soudé pour leur active participation à cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. On se donne rendez-vous jeudi prochain.